Et voilà, on y va. Bah, super. Merci infiniment d'accepter cette interview. Avec plaisir. Hervé Cherblanc, C'est ça. décorateur lumière. Oui, alors aujourd'hui on dit scénographe, voilà, plutôt pour ce qui concerne la partie scénique, décor et éclairagiste pour la lumière. D'accord. Voilà, donc on peut avoir la double casquette ou pas. Certains ont plutôt la double casquette scénographe, costumier. Et moi je fais plutôt scéno, lumière. Voilà. Alors je vois votre micro, il est un petit peu enfoncé à l'intérieur. Je vais juste retirer un peu le fil, comme ça. Voilà. Super. Alors scénographe, effectivement, c'est un peu plus, peut-être un peu plus résonnant avec le monde. Oui, c'est-à-dire que c'est un terme qui s'est démocratisé le siècle dernier pour désigner plus globalement. Dernier, quand même. Oui, non, mais au XXe, c'est-à-dire qu'on est passé pour parler plus d'une notion d'une réflexion sur l'espace globalement, plutôt que le métier de décorateur qui était issu de la tradition italienne de décoration de châssis, de peintre. Et donc on dit scénographe parce qu'on réfléchit à l'ensemble de l'espace autour de la scène. Voilà. Alors on est à Confluence. On est à Confluence. Pour une production sur l'élixir d'amour, Oui. dont vous êtes le scénographe. Voilà. Et j'ai souhaité vous rencontrer pour que vous me parliez un petit peu de votre métier que l'on connaît, que l'on n'aborde pas beaucoup effectivement dans les médias. Et c'est intéressant de rencontrer cet univers. Ouais. Comment vous pourriez le définir, vous, en tant que résonance sentiment? Alors moi j'ai un rapport, alors par rapport à la plupart des scénographes, j'ai un parcours qui est assez différent. Donc ça influe sur ma façon de réfléchir l'espace et de penser le décor, puisque j'ai fait d'abord un diplôme d'ingénieur en mécanique, j'ai travaillé dans l'industrie et je suis ensuite passé dans la construction de décors et aujourd'hui je travaille comme scénographe. Vous avez un parcours relativement atypique alors. Atypique, donc je ne peux pas parler pour la profession parce que il y en a très peu qui sont, il y a quelques architectes qui sont devenus scénographes, certains grands scénographes, mais la plupart du temps c'est des gens qui sont formés plutôt avec des diplômes des métiers d'art ou des BTS design d'espace qui font des formations complémentaires qui deviennent scénographes. Voilà. Donc, alors moi j'ai un rapport du coup très intuitif à l'espace et je ne peux pas dire exactement comment fonctionne le travail. En tout cas, on se raconte des histoires. Ce qui est important, c'est de se raconter des histoires avec Fanny, donc la metteur en scène, ou avec l'autre metteur en scène avec qui je travaille. L'important, c'est d'avoir notre petite histoire à nous, parce que la réflexion qu'on va développer sur le projet dépend de notre sensibilité en relation avec l'œuvre. Quand il y en a une, des fois, il n'y en a pas. Et donc c'est ce trio, cette interaction entre metteur en scène, scénographe et l'œuvre, et aussi, encore une quatrième donnée, c'est la temporalité, qui va faire qu'on va aboutir à un projet spécifique. On change une personne, une œuvre, ça change le projet. Il n'y a pas pour une œuvre une seule façon de voir la scénographie. Donc chaque personne va la faire différemment et ça correspond vraiment à un échange comme ça de nos rêves, en fait, ce qu'on veut mettre dans l'œuvre, comment on l'écoute, qu'est-ce qu'on se raconte. Voilà. Mais heureusement, finalement, parce que oui, c'est ce qui fait le sel. Les sont souvent représentés. Oui. Mais donc si c'était chaque fois la même scénographie, ça lasse le public. Donc heureusement qu'il y a des gens comme vous, justement, pour partager un univers, un regard nouveau aussi sur la scénographie, puisque vous ne venez pas de ce monde-là. Ouais. Puis il y a aussi la temporalité, ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être dans un an, on n'aurait pas fait du tout le même projet. Et sûrement parce que quand on arrive à la fin d'un projet, en général, on se dit « Ah ouais, il aurait fallu faire comme ça, en fait. » Parce que on travaille, alors avec Fanny, on travaille en général, souvent avec les metteurs en scène, en amont, au moins un an en amont. On lit, on rêve, on s'échange des photos, et puis le processus fonctionne. À chaque fois, il y a ce processus qui est très long d'alimentation de la rêverie, et puis de la coucher sur le papier. Moi, je dessine beaucoup. Et au bout de cet accouchement, en général, on se dit « Ah, on pourrait encore faire autre chose, aller plus loin. » C'est toujours un moment où en fait le spectacle est un temps défini,
qui nous oblige à déposer cette rêverie-là. Mais je pense que si on nous laissait le temps, enfin moi personnellement, si on me laissait le temps, je n'arrêterais jamais. Je suis d'ailleurs jamais très satisfait de l'endroit. Je me dis toujours qu'on aurait dû aller plus loin. Enfin, bon. Voilà. C'est peut-être la problématique de tout artiste, c'est savoir décider quand est-ce qu'on arrête son œuvre. Oui, c'est aussi l'intérêt. Non, mais c'est aussi l'intérêt du spectacle vivant, parce que j'imagine qu'un peintre ou un écrivain, il n'a pas cette. Là, vous avez des dates limites en fait. Ouais, et pour moi, je pense que c'est bien, parce que sinon, et je pense que pour tout le monde, enfin, c'est une façon de travailler qui est passionnante, parce que l'énergie qu'on met dans le projet, elle va crescendo jusqu'à la première, et de plus en plus. Et du coup, c'est usant, fatigant par moment, mais en même temps, ça donne une pêche d'enfer. Voilà, et au moment du spectacle, comment vous faites? On essaie de profiter un peu, de se laisser aller, se faire surprendre par le spectacle lui-même, ce qui n'est pas facile. On est un peu épuisé en général et on a du mal aussi à prendre vraiment le recul. On voit tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on aurait dû faire différemment. Parce que vous disiez tout à l'heure que vous travaillez, vous avez quand même des longues journées aussi. Oui, là en ce moment, oui, de 8h à minuit, je suis là depuis un moment. Et, parce que je fais, en fait, la difficulté aussi, c'est que je fais et la scéno et la lumière. Donc en même temps que la scéno se monte, tous les matins on est en réglage lumière et en montage lumière, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps, mais voilà, c'est l'intérêt. Et puis il y a quand même ici dans ce projet-là des difficultés de temps aussi, puisqu'on a fini de monter le décor hier matin et on a une générale piano demain soir. Donc Fanny essaie de tout caler pour avoir la générale piano à peu près cohérente, même si moi j'aurais pas du tout fini de régler les lumières, le décor sera pas terminé, mais ça fait un temps extrêmement court pour un montage de projet. On aime bien quand même avoir une semaine de plus, des mois de plus. Il faut savoir se limiter. Ouais, je sais. Est-ce que c'est un avantage pour vous d'être à la fois scénographe et éclairagiste, justement pour gérer les passerelles entre les deux? Alors je me dis des fois, oui et non. Alors, parce que il m'arrive de ne pas être éclairagiste sur des propres scénos sur lesquels j'ai travaillé. Au théâtre, notamment où je travaille beaucoup plus, parce que j'ai peu d'occasion de travailler à l'opéra à part avec Fanny. Et souvent, je m'aperçois que le travail de l'éclairagiste, finalement, il donne une autre lecture sur mon travail à moi, sur le projet. Donc dans ces moments-là, je me dis, c'est bien qu'il y ait un éclairagiste. Et par moments, j'aime bien penser, notamment ici à l'Opéra, et c'est aussi tout le sel du dernier projet de l'Orphée qu'on a monté ici, de Gluck avec Fanny l'année dernière, qui était vraiment pensé autour de la lumière. Et là aussi, d'une certaine manière, le projet est pensé autour de la façon dont on va l'éclairer. Et donc forcément, du coup, c'est génial de faire les deux. Moi j'adore, parce que je m'intéresse, enfin comme j'ai disons que j'ai pas un parcours ni art déco, ni beaux-arts, je suis moins à l'aise avec la décoration entre guillemets, donc je m'intéresse plus à l'espace et du coup à comment l'organiser. En tout cas, je suis passionné de l'espace et de comment c'est une sorte de machine permanente. C'est une sorte de machine permanente, mais je regarde la scène, en fait c'est ce qui me... Puis je vous regarde en plus. Et ok, je regarde un peu la caméra. Et, je sais que vous n'êtes pas trop à l'aise avec les interviews. Ouais, non, ça va. Et j'en étais où, du coup je suis perdu. Donc vous n'avez pas une approche de décoration mais plus d'espace. Oui, d'espace, et du coup travailler sur la lumière, c'est vraiment de travailler, sculpter l'espace. Donc là ça m'intéresse, et là c'est super. Et dans ce projet-là en tout cas, avec Fanny, on a très vite eu envie de travailler l'architecture du lieu. C'est-à-dire que cette salle, elle est super, elle est très belle, on a une vue très très large sur la scène. Mais elle a un désavantage, c'est que on est un petit peu comme dans une salle de cinéma, avec une scène comme un petit écran au bout de la scène qui affirme le quatrième mur. Au théâtre, on appelle le quatrième mur le mur qui donne comme si c'était une pièce qui donne sur le public. Ouais. Et ce quatrième mur, on l'oublie ou pas, mais dans cette salle, il a tendance à être très présent, à faire une fermeture, une coupure entre la scène et la salle. Donc on a vraiment bossé là-dessus.
chercher d'ouvrir en grand théâtre, de créer une perspective. Ouais. Donc on a posé une passerelle sur la fosse d'orchestre. On a rajouté des structures triangulées là, qui n'existaient pas, des guirlandes dans la salle. On a ouvert en grand le cadre pour révéler la structure interne de la salle. Et on a ouvert en grand les pendrillons, on a mis un cyclo bien plus grand que d'habitude pour donner une impression d'espace. Et voilà, on espère que ça va marcher plutôt bien. Effectivement, le rendu est tout à fait là. Alors, on va aller après un petit peu sur scène pour voir. Mais question qui m'intéresse, comment vous êtes passé de la mécanique à l'art, enfin à la scénographie? Mais en fait, j'ai toujours dessiné beaucoup tout le temps, et des mécanismes et des dessins artistiques plus ou moins. Enfin, j'ai toujours aimé dessiner, faire de la BD. J'ai commencé plutôt par faire de la bande dessinée, donc j'ai eu ce parcours en même temps que mes études d'ingénieur. Je faisais des dessins, des plats peintures, des fresques, voilà. Donc il y a eu toujours ce double. Et j'ai eu la chance de rencontrer un metteur en scène à la fin de mes études qui m'a dit viens faire notre décor. Et ça a commencé comme ça. Et puis le fil en aiguille. J'ai travaillé dans l'industrie, en parallèle je travaillais pour de plus en plus de compagnies, c'était difficile à gérer au bout d'un moment. Et j'ai eu la chance de rentrer à l'Opéra du Rhin, puisqu'ils cherchaient un ingénieur pour le bureau d'études. Voilà. Et ensuite, après 5 ans d'opéra, je voulais revenir un peu au théâtre, j'en avais un peu marre. Et j'ai eu la chance aussi d'intégrer, d'être responsable de l'atelier de décor du Théâtre National de Strasbourg, puisque Stéphane Braunschweig, que j'avais rencontré à l'Opéra du Rhin, était directeur, et ça s'est fait comme ça. Ouais. Et là, donc... Et là, au bout de 10 ans de TNS, j'en ai eu marre, je suis parti, parce qu'il faut voir ailleurs. J'ai continué de travailler avec Stéphane pendant de longues années. Et depuis 2 ans et demi maintenant, je suis parti. Et finalement, j'ai de la chance parce que je fais un peu de scénographie de lumière, enfin pas mal, on va dire. Mais je travaille aussi en assistance technique pour des grosses machineries d'opéra. Je construis un petit peu pour des compagnies aussi. Voilà, je peux. Et Avignon, vous êtes donc a priori vous étiez là. Non, Avignon. Moi, je suis de Strasbourg, donc je suis pas. Mais je connais Fanny depuis longtemps et on avait. Avant l'Orphée qu'on a créé en 2017, en décembre 2017, on se connaissait depuis 10 ans, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et quand elle a eu ce projet de créer cet Orphée ici, il y a 1 an et demi, elle m'a demandé, et c'était super, on s'est super bien entendu, ça marche très bien entre nous. Même si sur ce projet, ça a été plus difficile, parce que j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans l'histoire, à me projeter. Donc là, on rentre dans l'œuvre quand même, on lit la... Alors oui, on lit le livret, on essaie encore une fois de se raconter des histoires. Alors moi, je suis pas musicien vraiment. J'aime écouter la musique beaucoup, mais je suis un peu moins. Je suis sensible, mais moins. J'ai pas forcément l'oreille voilà, musicale exactement. Donc je rentre peut-être pas de la même manière que dans l'œuvre que Fanny, mais en tout cas, on se raconte des histoires. Elle a eu cette intuition de Fanny de décaler ce microcosme qui est raconté du petit village, dans l'Élixir d'amour, dans la fête foraine, qui n'est pas vraiment un projet dramaturgique en lui-même, mais plutôt une intuition de sa part qui me paraissait très juste pour retrouver en fait parce que cette histoire fonctionne, parce que c'est un petit microcosme, et finalement de mettre ça dans un univers forain. C'était l'idée de retrouver une sorte de famille, de façon de fonctionner, de microcosme qui nous intéressait. Dans l'œuvre, il y a quand même un double questionnement. Il y a cette histoire d'amour un peu naïve, un peu niaise entre guillemets, mais en dessous de ça, cette histoire qui finit bien et tout ça, mais en dessous de ça, il y a quand même un truc assez critique, assez cynique, puisque s'il y avait de rapports de pouvoir, de rapports sociaux, et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'esprit forain. Et s'il n'y avait pas eu cette pirouette dramaturgique que Donizetti, que le librettiste fabrique, en fait, qui permet à Nemorino de devenir riche, Adina ne l'épouserait pas. Donc ça veut dire qu'il se retrouverait, entre guillemets, engagé dans l'armée, avoir dépensé tout son argent pour un élixir qui ne marche pas. Et je trouve ça assez dur et assez cynique parce que en gros, l'histoire d'amour, elle est asservie, pour Adina à ces histoires de rapports sociaux, et
Et deux, Nemorino, il se fait complètement enfumer par Dulcamara, qui est une sorte de magicien gentil, drôle, joyeux, mais en fait qui est lui un vrai marchand. C'est-à-dire qu'il organise toute cette histoire, c'est lui qui va créer l'orage sur le banquet pour pas que le mariage se fasse, parce qu'il veut vendre son élixir, il veut que ça marche sur Nemorino, il veut en vendre, il va en vendre plein à la fin, et après se barrer. C'est vraiment un escroc. Donc c'est pas si joyeux que ça finalement. Enfin c'est joyeux, l'œuvre est très joyeuse, mais quand on la regarde en dessous, finalement quand on la décortique, c'est pas si drôle, c'est un peu malsain, voilà. Et ça raconte quand même beaucoup de choses des rapports sociaux. Et Nemorino aime au début Adina qui ne peut pas l'aimer parce que c'est facile. Enfin, quand on est entre guillemets plus riche, c'est difficile d'aimer quelqu'un de plus pauvre, mais quand on est plus pauvre, ça n'a aucun problème d'aimer quelqu'un de plus riche, et c'est ce qui arrive exactement, puisque Nemorino il veut Adina, et Adina hésite parce qu'il est pauvre. Et elle tombe dans ses bras à la fin. Parce qu'il devient riche, et Belcor, qui avait promis l'amour total à Adina, finalement se rabat sur Gianetta, qui était le deuxième choix. Et Gianetta accepte ça alors qu'elle comprend que c'est un deuxième choix. Enfin, c'est quand même super dur, quoi. En tout cas, vous en parlez très très bien. Merci. De rien, même si vous n'avez pas l'oreille musicale. Merci. Et je vous fais remarquer que vos notes que vous avez... Voilà, ça m'a permis de bien réinterroger. Non, mais j'avais tout oublié ce matin. Ne vous ont pas servi. Mais juste pour finir sur l'espace, j'en parle encore 2 minutes, parce que pour expliquer pourquoi on en est arrivé là, c'était aussi en fait, dans cette double esprit de l'histoire un peu joyeuse, naïve, romantique, et cynique, c'est de pouvoir basculer sur un même espace, à une esthétique très très poétique, à un univers complètement fantastique. Voilà. Et donc on va essayer de jongler entre les deux sur l'œuvre. Voilà. Ok, on va se rapprocher. Okay. D'accord. Alors c'est qu'on est parti sur cette idée d'ouverture et de perspective avec Fanny et de fête foraine. Donc on avait une image de grande roue qui nous plaisait, qu'avait trouvé Fanny, d'une grande roue illuminée avec 2 amoureux devant, et c'était un peu le point de départ. Donc moi au début j'ai travaillé plus sur une perspective réelle de l'espace. La grande roue elle était moitié moins haute, et je travaillais vraiment sur l'impression que la grande roue est en profondeur, sur mes premiers dessins. Et finalement, j'ai travaillé beaucoup en maquette, j'ai retourné le problème pendant des semaines, j'y arrivais pas, je m'en sortais pas, j'étais un peu perdu, j'avoue. Et j'ai décidé de repartir de zéro, de reprendre les premières photos, les premières images, et je me suis remis à redessiner, je suis tombé sur cette idée que la grande roue devait être immense et massive, et que Adina était aussi écrasée par cette grande roue qui lui donne justement un niveau social bien plus élevé que Nemorino, qui a une toute petite charrette. Donc elle est aussi écrasée par ça. Voilà, c'était un peu l'idée. Ensuite, je voulais vraiment travailler sur le fait que la grande roue parte dans le ciel. Encore une fois, cette idée d'ouvrir, de faire un grand cyclo, de travailler sur les profondeurs pour qu'on ait l'impression d'être en extérieur et que le public est à l'intérieur d'une sorte de chapiteau forain. Ensuite, on peut voir ici le char de Dulcamara, qui n'est pas seulement un vendeur d'élixir, qui est une sorte de magicien. Et ce magicien, il a un distributeur de canettes. Donc c'est un objet très contemporain, le distributeur de canettes. Donc il va distribuer son élixir et vendre, c'est son objectif. Et en même temps, ce distributeur, c'est une boîte magique pour faire apparaître et son assistant et une vieille dame qui va se transformer en jeune femme. Enfin, c'est un escroc, il veut vendre son truc, donc il fait des tours qui marchent pas bien d'ailleurs, parce que c'est un vieux magicien, que ses tours tombent en rade, mais son but, lui, c'est de vendre. C'est un vendeur. Et cette boîte, à un moment donné, il va arriver plein de choses dans cette boîte, va exploser. Je ne sais plus ce que je voulais dire, voilà. Et en même temps, oui, c'est un objet très contemporain, et en même temps, comme le reste du décor, finalement, je vais le travailler en patine, il n'est pas encore patiné là. Il peut virer dans l'aspect complètement fantastique, beaucoup plus ancien, très vite, en fonction de la lumière et de ce qu'on met autour. Voilà, donc j'aime bien travailler sur des objets mobiles. Ça permet d'organiser l'espace de façon différente et de se laisser une part de liberté, ce qui plaît beaucoup à Fanny aussi. Il y a beaucoup de fer, beaucoup de bois. Ouais. Alors, cette fête foraine,
Oui, cette fête foraine, encore une fois, c'était soit ça peut basculer avec l'épure de ce décor dans une chose très poétique. Les amoureux sont devant, c'est magique. Et en même temps, ça peut basculer dans un univers complètement fantastique, presque une fête foraine abandonnée, où vous pourrez se tourner un film d'horreur. Donc voilà, c'était un peu le double. Donc il y a du métal, du bois. Alors j'ai travaillé aussi pour arriver à ce décor-là dans le budget que j'avais. J'ai bossé sur de la récupération, beaucoup d'éléments de décor. Par exemple, toute la structure là qui est derrière, une partie de la structure qui est derrière, toute celle-là, c'est un décor qui allait être détruit de l'opéra, que j'ai beaucoup, avec toute l'équipe de machinistes et d'accessoiristes et des techniciens lumière de l'opéra, on a retravaillé. La Grande Rouge, je l'ai fait faire une partie en découpe laser, une partie en plexi, dans une petite boîte de la région. On l'a tout assemblé aussi avec les équipes de l'opéra. Donc il y a eu un énorme travail de fait là en 15 jours pour en arriver à cet endroit-là. On a récupéré les vieux pendrillons rouges du théâtre. La passerelle aussi, c'est un ancien décor. Donc voilà, c'est un mix entre des choses faites directement dans l'industrie, des choses faites par des ateliers de décor et des éléments récupérés.